quand une personne lambda veut prendre un rendez-vous médical, en 2 clics c'est réglé. Sauf que moi, en fauteuil, j'appelle tous les cabinets pour savoir si le cabinet est accessible. Je ne blâme jamais parce que moi, j'étais pas mieux que toutes les personnes qui me lisent avant d'être en fauteuil roulant. Pour moi, le handicap, j'en entendais pas parler. Et dès que je voyais quelqu'un qui était en situation de handicap, je tournais la tête. Ça me faisait trop de peine. J'étais mal à l'aise, maladroite. 85% des handicaps arrivent au cours de la vie. Ça peut arriver vraiment et on choisit à jamais, tout le monde. On choisit pas. On choisit pas lequel non plus, sinon ce serait trop facile. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspire. Donc le podcast, c'est la continuité de mon activité professionnelle. Vous savez, je dirige une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui recrute et qui forme des personnes en situation de handicap. On a créé un concept de Food Corner. Et pour compléter cette mission et cet impact, j'ai décidé de créer une émission pour donner la visibilité sur le handicap. Donner la visibilité sur l'invisible, sur le handicap invisible, sur plein de sujets d'accessibilité, de mobilité. Et pour cela, je reçois à la fois des collaborateurs et des personnalités hyper inspirantes. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Virginie Dubost. Coucou, ça va? Bonjour Ghislain, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc toi, tu es la queen influenceuse de LinkedIn et de Instagram, n'est-ce pas? On essaie. Donc je vais te laisser te présenter pour démarrer. Ok. Alors moi, j'ai 39 ans, j'habite à Paris. Et suite à un accident, je me retrouve tétraplégique. Donc je ne sais pas si on le voit, mais là, je suis en fauteuil roulant. Et suite à ça, j'ai dû me réinventer, trouver de nouvelles activités. Et donc aujourd'hui, je suis en effet sur les réseaux sociaux pour sensibiliser au handicap. Mais j'ai aussi d'autres casquettes. Je pense qu'on évoquera un peu plus tard. Alors ce que tu fais, dans tous les cas, c'est super. Alors je dis influenceuse pour rigoler, puisque c'est un débat qu'on avait il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc quand je dis ça, c'est simplement que tu travailles aussi pour des marques sympas, avec toujours un côté hyper frais, hyper rayonnant. Et toi, tu défends les sujets d'accessibilité notamment. Et quand tu le fais, ce qui est toujours super, c'est que tu le fais avec toujours un côté rayonnant. Même quand tu veux tirer la tête, tu n'y arrives pas presque sur les photos, quand tu veux dénoncer des choses un peu graves, mais tu le fais avec vraiment beaucoup de gentillesse, de bienveillance, et surtout, on sent qu'il y a un message profond que tu veux faire passer. C'est ça avant tout, je pense, ton combat, enfin en tout cas ce que tu fais. C'est ça en fait, j'essaie de faire passer mes messages, que ce soit pour dénoncer ou pour parler aussi des bonnes pratiques en termes d'accessibilité, parce qu'en fait on dénonce, mais je trouve que c'est bien aussi de montrer aussi le positif quand il y en a. Et moi, j'ai toujours une touche d'humour et d'autodérision. C'est comme ça que je suis dans la vie en général. Et je trouve que les messages passent aussi mieux. Et je ne suis pas du tout dans une démarche militante. Je suis plus dans une démarche de montrer ce qui va, de parler des axes d'amélioration possibles. Et quand c'est des communications pour des marques, c'est de mettre en avant un service, une marque, mais toujours dans le cadre de ma ligne éditoriale. Donc ça va être sur des sujets liés à la mobilité, à la tech aussi au service du handicap, parce que ça, j'y attache beaucoup d'importance, ou d'autres sujets sur le handicap, toutes les choses qu'on peut faire malgré un fauteuil roulant, et pour montrer que la vie ne s'arrête pas et qu'il y a plein d'opportunités ça se voit, possibles. Tes témoignages sont hyper inspirants là-dessus. Alors toi, pour refaire un parcours sur ta vie, donc toi, tu n'as pas un handicap de naissance, c'est pas, c'est un accident qui t'est arrivé, comme tu l'as dit. Donc tu as eu une vie avant, après, on va dire, c'est ça? Donc tu faisais quoi juste avant? C'est quoi un peu ton parcours au début? Alors en effet, moi j'ai eu 2 vies. Et ma première vie, donc en fait, moi je suis originaire de petite ville à côté de Nice, s'appelle Vence, et dans laquelle j'ai toujours habité. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Nice. Et ensuite, je suis venue... quand j'étais en école, j'ai fait deux voyages qui m'ont vraiment transformée. C'était au Mexique 6 mois, un Erasmus. Et du coup, c'est devenu vraiment mon pays de cœur. J'ai adoré ce pays. Et ensuite, à Londres, une ville que j'adore aussi. Et ensuite, du coup, je suis venue à Paris pour pouvoir poursuivre mes études. Et j'ai fait un MBA en marketing du luxe parce que c'était ce qui me passionnait et ce vers quoi je voulais aller depuis toujours, depuis mon adolescence. Et pour continuer, du coup, commencer ma vie professionnelle à Paris parce que tous les sièges des maisons de luxe sont à Paris. Donc, c'était un peu... le rêve, pas américain, mais le rêve parisien. C'est pour ça que même aujourd'hui, tu restes proche de toutes ces marques, de cet environnement, en tout cas au niveau du travail. C'est lié à ça, quoi.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à recouper avec l'univers du luxe, duquel je me suis un petit peu éloignée suite à mon accident. Et maintenant, c'est vrai que ces marques-là me recontactent pour faire des interventions en entreprise. Et donc, je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait, quand j'ai eu cet accident-là, je me suis dit, c'est fini pour moi, je suis un peu disqualifiée physiquement, je sors de tous ces codes du luxe qui sont l'excellence, l'apparence, la perfection, l'apparat. J'étais très très attachée à l'apparence, toujours faire beaucoup de sport, être très fit, être très toujours musclée, parfaite. Physiquement, j'ai essayé de m'en rapprocher d'un corps le plus svelte possible. Et c'est vrai qu'avec cet accident, ça a rebattu les cartes. Et donc je me suis dit que pour moi, cet univers-là était terminé. Et c'est vrai que là, de pouvoir renouer avec ces belles maisons. Mais non, c'est pas le cas. Non, au contraire, on peut continuer. Voilà. On a reçu Hamid, tu sais, avant toi, épisode 3 d'ailleurs, si vous voulez regarder, je mets le lien, qui a dit pareil aussi, qui était danseur, qui a arrêté pour la retraite, et finalement, après, il a à nouveau pu redanser. On a émis des vidéos là-dessus, c'est incroyable. Voilà. D'ailleurs, pour continuer à suivre tous ces parcours inspirants, pensez à liker, évidemment, à commenter, à vous abonner pour suivre ça. Donc, on est avant ton accident. Tu as quel âge quand tu fais tous ces parcours-là scolaires et puis, là, en fait, je suis à Paris depuis 2007, donc entre 22 ans et 32 ans, quoi, à peu près. Toute cette période-là. Et moi, je suis une folle de montres, donc j'ai enchaîné dans des belles maisons, surtout de joaillerie et d'horlogerie, pendant une dizaine d'années. Et en fait, au bout d'un moment, dans ma dernière expérience, ça faisait 10 ans que j'étais à Paris et je trouvais que je m'enfermais un peu dans un monde qui était peut-être un peu superficiel, que je trouvais matérialiste, enfin du moins moi, je me trouvais de plus en plus matérialiste. Dès que je rencontrais quelqu'un, je checkais tout de la tête aux pieds. Combien il coûtait. Non, mais voilà, je regardais le dernier modèle de montre, quels étaient les bijoux, les machins, le sac et tout. Et moi, pareil, il fallait que j'ai tel montre, tel sac, parce que ça me donnait un sentiment d'appartenance, ça me donnait l'impression d'exister, d'être quelqu'un finalement. Et je me sentais un peu nue sans ces artifices-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, stop, c'est trop, chez moi, cumulé, c'était une boulimie d'achat. T'aurais vu mon appart, c'était n'importe quoi. Et donc une prise de conscience déjà comme ça, voilà, c'est ça, un peu après la trentaine. J'ai toujours été très dépensière et avoir ces pulsions d'achat. Et j'en étais toujours consciente, mais au bout d'un moment, je me suis dit stop, c'est trop, on arrête. J'ai besoin d'une rupture. Et donc, je me suis mise à faire ce que j'avais toujours voulu faire. C'était, moi, j'adorais voyager et parler espagnol suite à mon premier voyage au Mexique. Et du coup, j'ai voulu cumuler les deux. Et c'est pour ça que tu nous as calé muy bien tout à l'heure, là. Ah ouais, non, je sais pas. Tu es bien installé, muy bien. J'ai dit d'où il sort, celui-là. Parfois, j'ai des petites pulsions là, qui reviennent. Mais, et du coup, j'ai voulu tout couper et partir en Amérique du Sud. Donc, j'ai pris un congé sabbatique de 6 mois. Et je suis partie toute seule en sac à dos. Donc dans une optique vraiment minimaliste, c'est-à-dire qu'avant de partir, j'avais pas trop d'argent de côté, donc j'ai tout. En fait, j'ai vendu beaucoup de choses pour financer. Le Bon Coin, c'était les débuts de Vinted, Vestiaire Collective, bien sûr, pour tous les articles de luxe. Donc voilà, j'ai dû me faire. J'ai dû me faire 10 000 euros à peu près. Et du coup, ça a financé mon voyage. Et donc voilà, c'était une première partie. Pour faire 10 000 euros sur l'occasion, on imagine bien l'appartement avant. Ouais, l'occasion, mais j'avais des pièces sympas, donc parfois ça partait vite, ça chiffrait vite. Et donc voilà, donc je suis partie en sac à dos. J'ai troqué des belles bottes pour des Birkenstock ou des tongs, des leggings. Voilà, pas de marque. Et puis go, quoi, je suis partie, j'ai loué mon appart et c'était parti pour l'aventure, sachant que je ne connaissais absolument personne sur place, dans les pays que j'allais visiter, et que j'avais... T'es partie seule ? Je suis partie toute seule. Ah oui. Et j'avais un semblant d'itinéraire, parce que je savais quel pays je voulais faire. Tous, en fait, toutes les mecs du Sud. Et je savais que je voulais terminer au Mexique, parce que c'était vraiment... Playa del Carmen, c'est vraiment le lieu dans lequel j'allais régulièrement 1 à 2 fois par an pour aller faire de la plongée, du yoga, me ressourcer. Et je savais que c'était là que je voulais terminer. Et donc voilà, donc je suis partie et c'était un voyage
assez dingue. Aux personnes qui écoutent, je leur recommande de visiter l'Amérique du Sud, c'est quand même fou. Et puis en fait, moi je suis partie dans une optique où c'était pas route, mais c'était quand même simple. J'allais d'auberge en auberge, donc je rencontrais plein de gens, que ce soit des locaux ou des personnes qui voyageaient comme moi. Bon, c'est le meilleur moyen de découvrir un pays, ça. Et c'était génial parce que déjà, tu découvres un pays de façon authentique, et en plus, j'ai une vraie prise de conscience en me disant « Ah mais en fait, les gens peuvent bien m'aimer ». Sans rien, enfin sans rien, sans artifice, sans marque, sans maquillage, sans les derniers sacs. Et en fait, je me dis, en fait, c'est ça les vraies valeurs auxquelles je voulais me reconnecter. Et donc, ça a fait beaucoup de sens tout au long du voyage. Et puis, j'ai fait des expériences de fou. J'ai fait la vallée de la mort. C'était où ? En Bolivie, sur 64 km en VTT, sur une route qui faisait, je crois, 2 mètres de large. Il y avait un ravin à côté. J'ai fait du parapente, j'ai fait des sauts en parachute, enfin plein de sports assez cool. J'étais un peu casse-cou. Et voilà, et en fait, j'ai enchaîné. Et puis, il se trouve qu'un jour... en arrivant, en remontant, je fais tous les pays, j'ai fait Panama, Costa Rica, et là pareil, j'ai voulu faire encore un sport nouveau, et j'ai testé le surf, qui est le sport national, et là ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. C'était mon premier cours et mon dernier, et j'ai fait une vague, 2 vagues, et la 3e vague était assez forte, et du coup j'ai fait une mauvaise chute et Chute dans l'eau ? Une chute dans l'eau, et en fait il y avait peu de profondeur et ma tête a tapé au fond de l'eau. Ah oui, d'accord. Et du coup ça fait l'effet d'un mur de béton, et je pouvais plus du tout me débattre, mon corps ne réagissait plus, et en fait je me suis vue littéralement me noyer, je me suis vue complètement mourir en fait. Et donc là c'est l'équipe qui est venue te récupérer. Comment ça s'est passé ? Là, en fait, le prof était dans l'eau, mais était loin. Donc, il n'a pas pu venir à ma rencontre, en fait. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un touriste américain qui était sur la plage, qui se trouve qui était médecin, donc qui est venu me sauver, me sortir et faire les premiers soins. Sauf que j'ai pas respiré tout de suite. Mes poumons étaient vraiment... plein d'eau de mer en fait, et c'est les secours qui ont réussi à me faire respirer une fois m'avoir intubé 10 minutes plus tard, quoi. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc ah oui, c'est pas comme on pourrait imaginer un choc que tu as eu dans le dos ou à la colonne, c'est le choc cérébral, c'est ça qui a... Non, en fait la tête a tapé au fond, et ça a fait comme le coup du lapin. Ah oui, d'accord. Et du coup les cervicales sont venues taper en fait dans la moelle épinière, ce qui a fait que ça a complètement coupé l'influx nerveux, le message nerveux entre le cerveau et les membres, et ce qui a fait que je n'ai plus pu bouger en fait. D'accord. Donc moi c'est pour ça que j'ai une tétraplégie, parce que la moelle épinière a été touchée au niveau des cervicales. Ah oui. Mais très très haut, au niveau C1, C2 pour les connaisseurs. Et en général, ce qu'on a dit à ma famille, c'est que j'en avais pour 24 heures. Parce qu'autour de moi, on n'a aucune personne qui a des lésions si haute en fait. Les gens en général survivent pas, quoi. Voilà. Waouh. Et bon, donc un malheur qui quand même a été plutôt chanceux dans sa façon de se remettre grâce aux médecins qui étaient là, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, ça tient à ça presque ou pas ? Ça tient complètement. Complètement. Et après, j'ai été très bien prise en charge, parce qu'il se trouve que les médecins au Costa Rica sont formés aux États-Unis, donc ont une très bonne formation. Et on fait le maximum pour me tenir en vie malgré 3 arrêts cardiaques, des infections pulmonaires. Je respirais plus. Ça a été... bien évidemment, je bougeais plus rien. Ouais, ça a été quand même assez sport. C'était il y a 6 ans et demi maintenant. Bon, là, de toute façon, t'es pas conscient de tout ça, si ? Je m'en aperçois 48 heures après. D'accord. J'étais complètement à l'ouest, mais quand je me réveille à la clinique, du coup, où j'étais au Costa Rica, là, je me rends compte, je me rappelais de tout, de l'accident, et je me rends compte surtout que je peux plus du tout bouger, en fait. J'ai toute ma tête était enfermée dans ton corps, tu peux plus bouger. Donc tu passes, en fait, d'une autonomie extrême
une indépendance extrême à l'autre bout du monde, à faire absolument ce que tu veux. Je faisais beaucoup de sport. J'étais une folle de yoga, donc j'étais vraiment très sportive, à une dépendance totale où tu peux juste cligner les yeux et bouger le nez, voilà. Presque, heureusement que tu avais déjà fait un chemin presque psychologique pour cette histoire de matériel, parce que là, sinon... c'est ça, en fait. Il y a ça, et il y a aussi le fait que j'avais fait ce chemin-là, mais finalement, si j'avais pas eu cet accident-là, est-ce que je serais pas revenue dans mes travers ? On ne sait pas, parce que j'étais partie pour prendre de la hauteur. Bon, là, pour le coup, j'en ai pris un petit peu, mais je sais pas... Comment j'aurais été... Donc, contrairement à ce que je disais, donc il n'y a pas eu de choc cérébral. Donc, toi, j'ai eu un j'ai eu un trauma crânien, mais sans effet. J'ai pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de déficience. A priori, pas de séquelles. Ok. Et alors là, tu restes combien de temps au pays, au Costa Rica, combien de temps tu reviens après? Je reste 8-9 jours, mais ça a été vraiment le parcours du combattant, parce que évidemment, j'avais pas de prix d'assurance, sinon ça aurait été trop simple. Et on était entre les ponts du 1er 8 mai. Donc c'était très compliqué de trouver un hôpital qui veuille bien me prendre en charge en France, parce que forcément, mon diagnostic me faisait pas rêver. C'était tétraplégie complète, donc mobilité de la tête uniquement, avec une aide respiratoire à vie. Donc sans possibilité d'évolution, de récupération, donc personne ne voulait m'accepter et prétexter en fait des problèmes de disponibilité de lit. Mais là, je me pose une question, tu vois, parce que on a eu des échanges avec pas mal de personnes qu'on connaît même en commun. On a l'impression que très souvent le diagnostic, le pronostic, ou je sais pas, est pire que la réalité. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils te mettent comme s'il y avait une espèce de précaution qu'ils prenaient. Je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense qu'ils prennent pas de risques. Et aussi, il faut savoir que tout ce qui est neurologique, notamment ce qui touche le cerveau et la moelle épinière, c'est incertain, quoi. Très incertain. C'est pas comme si tu te fracturais un fémur. Voilà, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que c'est mécanique, ça va se reconsolider. Une moelle épinière, tu sais jamais comment ça va récupérer. Donc, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais c'est vrai que j'ai des témoignages. Ça m'intéresserait d'ailleurs que vous me disiez aussi en commentaire si vous avez aussi des témoignages sur des personnes à qui on a donné un pronostic et puis à l'issue duquel finalement il s'avérait, tu vois, on a une personne qui disait elle ne remarchera plus jamais de sa vie. Moi c'est ce qu'on me... Elle se tient debout 1 heure en conférence, enfin, tu vois. Voilà, moi c'est ce qu'on me disait, que je ne remarcherai jamais, que je rebougerai jamais d'ailleurs. Et en fait, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, même tu fais des séances de rééduc un peu costaud, quoi, où tu marches avec une aide de barre parallèle, c'est ça? Exactement. En fait, on m'a réappris. J'ai fait 2 mois de réanimation à la Pitié. Et ensuite, il se trouve que j'ai commencé à récupérer, qu'on m'a sevré de la trachéotomie que j'avais. J'ai eu un halo crânien, donc 4 vis dans le crâne, pendant 3 mois. Pour m'aider à consolider les cervicales. Donc là, je te laisse imaginer la douleur et l'inconfort. Et en fait, suite à ça, donc ça a été vraiment bien pris en charge. Suite à ça, j'ai eu des membres qui ont commencé à récupérer les doigts, puis un peu les orteils. Et là, c'est une victoire, parce que si tu as les orteils qui bougent, ça veut dire que tu as quand même la commande qui passe depuis le cerveau jusqu'au bout de ton corps, quoi. Donc c'est quand même un super signe positif. Et là, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et après, donc oui, à Garches, on m'a même réappris à marcher, à tenir debout. L'équilibre assis, ce qui peut paraître anodin, mais par exemple là, j'ai quand même des abdos, alors que normalement, tétraplégie, on est complètement flasque, entre guillemets. Et là, on m'a même réappris à marcher. Ça a été incroyable. Et là, aujourd'hui, en effet, dans les barres parallèles, je continue à faire des exercices toutes les semaines pour... entretenir. Restez OK, on va mettre quelques images là pour que vous voyez un peu le travail de Virginie, ce qu'elle fait. Donc c'est hyper inspirant en tout cas de voir ça. Est-ce qu'aujourd'hui on te dit que tu as une possibilité de remarcher un jour encore, ou est-ce qu'on te dit non, c'est pas possible, enfin? En fait, on me dit rien, mais moi j'en suis consciente, je vois très bien. Il y a du progrès ou qu'il n'y en a pas? Non, il y en a. Depuis 6 ans, j'ai beaucoup régressé parce que le corps s'enraidit. J'ai moins de mobilité qu'avant, que 6 mois après mon accident, par exemple. Et
Et non, en fait, moi, le truc, c'est que j'ai la commande qui passe partout. Donc, quand on me parle, par exemple, de capteurs à mettre dans la moelle épinière pour pour pouvoir bénéficier des progrès de la science, etc., je sais déjà que ça ne me concerne pas parce que moi, le courant nerveux, la commande passe. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de la reconnecter, quoi. Ouais. De le reconnecter. Donc, je sais que je vais rester comme ça et je marche comme je peux avec une béquille ou dans les barres parallèles. Mais je sais que c'est une marche d'appoint qui va me servir à faire des transferts, à aller dans une voiture, au cinéma, par exemple. Donc, je sais que c'est essentiel pour moi. Donc, c'est pour ça que je continue à la travailler pour pas perdre cette autonomie-là, le peu d'autonomie que j'ai. Mais je sais que c'est une marche d'appoint fonctionnelle et que je pourrais pas me défaire d'un fauteuil, quoi. Ok. Donc là, Voilà. une nouvelle vie qui a démarré à 6 ans, c'est ça maintenant ? Voilà. Après, donc là, c'est quand que tu dis, bon, maintenant, je vais me remettre au boulot, faire voilà. Et moi, j'étais complètement dans le déni. En sortant, j'ai fait plus de 2 ans et 2 mois de rééducation d'hôpital. En sortant, je me suis dit, je vais retourner à mon poste. J'étais responsable commercial chez Swarovski. Et je me suis dit, go, je mets tout en place pour reprendre mon poste. Sauf que quand tu es responsable commercial, tu bouges beaucoup. Et côté autonomie et mobilité, c'était pas ça. Et aussi, il y avait vraiment une réalité à laquelle j'avais pas été confrontée avant. C'est que j'ai une fatigabilité qui est plus importante. Je suis pas du tout autonome. Donc le matin, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à me lever, à me laver, à m'habiller, etc. Et ça prend du temps. Donc je peux pas être à plein temps dans une entreprise. Et quand tu es pas à plein temps, forcément, on ne te confie pas des missions aussi stratégiques que tu pouvais avoir. Donc, ça peut créer beaucoup de frustration. Donc en fait, j'ai prolongé mon arrêt pour prendre du temps pour moi parce qu'en fait, c'est toute une nouvelle routine que tu dois reconstruire entre ton organisation, tes séances de kiné, tes suivis médicaux, reprendre ta vie et aussi te confronter à cette nouvelle vie qui est un monde parallèle que tu connaissais pas, qui est le monde hostile de Paris dans mon cas. Donc voilà, donc il faut se confronter à tout ça, quoi. Hostile ou oublié, parce que des fois il n'y a même pas d'hostilité, c'est simplement qu'on ne pense pas, voilà. Donc ça crée un environnement hostile, mais en réalité des fois c'est des oublis. Je dis hostile parce qu'il y a quand même beaucoup de au niveau de l'accessibilité notamment, quand tu es tout seul dans la rue, que tu as une poubelle en plein milieu et que tu n'as pas la force pour pouvoir la pousser, et tu es quand même t'es bloqué, grand moment de solitude. C'est ce qu'on dit, pareil pour rentrer dans les boutiques, moi j'aime bien de me balader, rentrer, être autonome. Là non. Tu achètes toujours autant? Non. Moi maintenant, c'est pour regarder? Non, franchement j'achète beaucoup moins et aussi j'achète beaucoup moins de choses de valeur, tout simplement parce que je me sens vulnérable et que j'aurais peur de me faire arracher des choses aussi. Donc ça, tout simplement pour ça. Quand tu dis reprendre ton poste, c'est pourquoi? Parce que tu t'étais mis en dispo, c'est ça? Tu avais un congé sabbatique? En fait, j'étais en congé sabbatique. Donc tu avais toujours potentiellement ton poste à reprendre? Oui, j'étais toujours salariée de ma boîte, mais j'étais en arrêt maladie longue durée, en fait. Mais au début, donc tu as pris un congé sabbatique pour ton voyage? Oui. Et suite à ça, il y a eu l'arrêt maladie, c'est ça? Voilà, mais en fait, donc, potentiellement, tu avais ton poste qui pouvait t'attendre. Oui, en fait, un congé sabbatique, c'est comme une disponibilité que tu peux prendre sur 6 mois ou 1 an. Et quand tu reviens à ton poste ou équivalent. Okay. Voilà. D'accord. Et finalement, donc toi, par rapport à ces difficultés à l'emploi dans le poste que tu avais, et même d'autres postes, tu te dis ça va être pareil, donc toi tu résous le problème, au lieu de chercher un boulot, tu te dis je vais créer ma boîte, c'est ça? Et en fait, ça s'est pas fait de façon si simple, mais au final, c'est exactement ça. C'est qu'au départ, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais pas du tout, c'est hyper dur de se projeter quand tu sais que moi j'adorais le relationnel, j'adorais aller voir mes partenaires, développer un réseau, et ce secteur d'activité-là, qui était la horlogerie, bijouterie, notamment. Et là, je pars de zéro et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cet accessoire qui n'est pas si glamour que ça, qui est le fauteuil, pour pouvoir m'imposer et trouver ma place. Parce que mine de rien, moi, j'ai toujours, et encore aujourd'hui, l'impression de déranger, de prendre la place. Tu n'es pas forcément à l'aise, même si tu commences à accepter ce fauteuil, c'est jamais confortable, quoi. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, je me suis lancée sur les réseaux. C'était à peu près il y a un peu plus d'1 an
Sur Insta, j'y étais déjà, parce qu'avant, j'étais vraiment dans le délire voyage, yoga, et j'ai prolongé parce qu'en fait, quand je suis sortie, j'ai eu tellement de pépites de gens, de maladresse, que je me suis dit, mais il faut parler de tout ça, en fait. Ouais, faut le dire. Ouais. Il faut le dire, même, toujours sous ton humour, mais montrer que tous les préjugés, les idées reçues, on peut les déconstruire et qu'il y a quand même beaucoup de contre-exemples. Donc j'ai commencé sur Insta comme ça, et ensuite j'ai eu des amis qui m'ont dit, une copine qui m'a dit, qui était une de mes anciennes kinés d'ailleurs, qui m'a dit, mais lance-toi sur LinkedIn, franchement, tu as vraiment ta place. Et moi, je me suis dit, mais LinkedIn, rien à voir, c'est un réseau pro, les gens s'en fichent de mon histoire. Et en fait, il se trouve que j'ai raconté mon histoire et que ça a vraiment pris et que j'ai commencé sur LinkedIn. Et suite à ça... Et les réseaux, c'est souvent ça, hein, c'est que quand tu as un réseau où on parle toujours de la même chose, c'est un peu un ton monocorde. Si tu amènes une fraîcheur, ça peut marcher, hein, parce que ton parcours, il est inspirant. Et... Ben, je pensais jamais, parce que pour moi, avant, LinkedIn, pour moi, c'était un carnet d'adresses luxe où j'avais tous les patrons de boîte, les recruteurs. Enfin, c'était vraiment un carnet d'adresses. Ouais, ça s'est un peu développé depuis. Mais... Voilà, mais moi, je savais pas. J'étais loin de LinkedIn pendant toutes ces années. Et en fait, il se trouve que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont venues à moi et j'ai été assez sollicitée. Et donc, en mars, j'ai dû créer ma société, comme tu disais. On évite tous les problèmes du salariat quand on est en situation de handicap. Et donc, j'ai créé ma boîte pour pouvoir intervenir en entreprise, par exemple, pour témoigner, sensibiliser au handicap. La résilience aussi. Voilà, exactement, sur la résilience, sur aussi montrer que l'entraide, le travail d'équipe, c'est essentiel. Parce que dans ma vie aujourd'hui, seule, je ferais vraiment pas grand-chose. Et c'est parfois très dur d'accepter d'être aidé. Mais quand on n'a pas le choix, on doit l'accepter. Et je pense que c'est des valeurs aussi qui se traduisent en entreprise. Ouais. Donc j'essaie à chaque fois de faire les ponts entre mon parcours, les enseignements que j'en ai tirés, et l'entreprise, et ce qui peut servir finalement aux collaborateurs lorsque j'interviens dans des sociétés. Oui, tu as raison, parce que le parallèle, il n'est pas que sur le handicap. Non, le parallèle, ça peut être sur des points forts qu'une personne peut avoir. Dans l'équipe, il y a quelqu'un d'autre qui a un autre point faible, ça peut se compléter. Donc c'est simplement le truc de dire qu'ensemble, on est beaucoup plus fort, parce qu'on a tous des points forts, des points faibles, et que si on est tous ensemble, on est tous plus forts. Voilà. Exactement. Moi, je ne veux pas m'enfermer dans le handicap. Certes, aujourd'hui, c'est quelque chose... pas qui me définit, mais qui me décrit forcément. Oui, qui est ton sujet, Voilà, qui est un sujet. Mais je ne souhaite pas forcément m'enfermer là-dedans, même si je suis un peu relais et porte-parole sur certains sujets. Je peux l'être aussi sur d'autres choses. Alors quand même, sur le handicap, toi, tu as une vraie mission de sensibilisation, de visibilité. Tu fais plein de vidéos à la fois pendant les JO. Voilà, et tu as aussi été repéré fortement sur une vidéo quand tu as voulu aller chez le médecin. On a vu ça. Ça a énormément buzzé sur les réseaux, notamment moi je te suivais à l'époque sur LinkedIn, enfin toujours. Mais, c'était à cette époque-là que tu me suivais déjà? Non, déjà je te suivais déjà et j'avais vu ça. C'était avant qu'on se rencontre à la soirée ensemble là. Et j'ai vu donc l'épisode 1, c'était le constat. Et ce qui est fort, c'est que ta visibilité, la façon dont tu l'as amené, comme je disais, toujours en disant, écoutez, moi je suis là pour donner des possibilités, donner de la matière. Ça a été repéré par le site, par la marque, enfin par l'entreprise. Et du coup, tu as eu un retour et puis vraiment, ils ont co-construit avec toi une solution, c'est ça? Exactement. C'était Doctolib. Et en fait, je les cite parce qu'ils ont vraiment été remarquables. En fait, c'était tout simplement un constat. Quand une personne lambda veut prendre un rendez-vous médical, en 2 clics c'est réglé. Sauf que moi, en fauteuil et des milliers d'autres personnes, c'est pas pareil. Moi, j'appelle tous les cabinets pour savoir si le cabinet est accessible. Est vraiment accessible, parce qu'on n'a pas tous la même notion d'accessibilité. Et ensuite, je vais sur Google Maps pour voir si la façade de l'immeuble est accessible. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre sur Doctolib pour identifier les cabinets qui sont accessibles. Donc en fait, je leur avais dit, et si on travaillait ensemble là-dessus? Ils m'ont recontacté. C'est vrai qu'il y a eu un buzz quand même très fort sur cette... Mais tant mieux, c'est une bonne réaction, tu vois, et ça montre un peu aux entreprises, aux marques que c'est un sujet, très souvent qui est oublié. De toute façon, le handicap, c'est tout le temps oublié. Mais c'est pas trop tard, il faut travailler, donc plutôt que se cacher, au contraire, et ça a été chouette parce qu'ils m'ont recontacté tout de suite. Et en fait, on a réfléchi ensemble à une solution et on a co-créé une campagne
qui consiste à inciter les praticiens à remplir les données d'accessibilité de leur cabinet. Et suite à ces données-là, Doctolib va pouvoir créer ce fameux filtre dont tout le monde a besoin. Ouais. Donc finalement, c'est ça qui me fait plaisir et qui permet de mesurer aussi l'impact de mes actions. C'est quand on co-construit des solutions, parce que c'est, je le dis toujours, mais il faut vraiment construire avec les personnes concernées pour les personnes concernées. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, d'ailleurs, je remets le petit post que tu avais fait là, qui était chou, mais qui a fait avancer les choses, quoi. Là, ce que tu décrivais sur la perte d'autonomie, donc le besoin d'aide, ça a un impact aussi peut-être sur la psychologie, ta vie, la façon, l'estime de toi, comment tu le vois ça, enfin, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur la vie? En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai toujours été très pudique, et quand tu passes 2 ans à l'hôpital sans autonomie, tu perds un peu cette pudeur-là, et ce qui est compliqué, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour tout. Pour m'habiller, pour me laver, je peux pas faire ce que je veux quand je veux, je peux pas mettre de veste, je peux pas. Il y a plein de choses que je peux pas faire. Et en fait, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Et par rapport à l'estime de soi, ce qui est compliqué, c'est que forcément, moi, j'étais obsédée par l'apparence, le physique, la perfection sportive. Et là, forcément, on repart un peu de zéro. Et forcément, tu as un corps qui ne te plaît pas spécialement, même si j'ai beaucoup maigri suite à l'accident, et ça, c'était chouette, c'était le point positif. Mais je ne peux pas vraiment me remuscler, je ne peux pas mettre exactement les vêtements que je veux, ni les chaussures que je veux, parce que j'ai des douleurs, par exemple. Et puis, voilà, pour être honnête, j'avais pas spécialement confiance en moi avant l'accident. Alors là, quand on me rajoute un petit obstacle, un petit défi en plus, c'est pas évident, mais... Et là, tu te fais accompagner pour ça, ou c'est un travail que tu fais toi-même? Parce que dans la première partie de ta vie, ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est qu'on a le sentiment que tu as quand même du caractère, une capacité à dire aujourd'hui je suis comme ça, je prends du recul, je m'analyse, je suis trop superficiel ou matérialiste, ça me plaît pas, donc du coup je décide de changer, il y a une forme de lucidité quand même, de force quand même en toi. Est-ce que ça te sert aussi maintenant dans cette étape-là, ou est-ce que tu as besoin de te faire aider sur ça aussi, sur cet aspect psychologique? Je me fais pas aider, mais il faudrait. Je pense que ça fait des années que je cherche, et il faudrait vraiment que je commence ce travail-là, parce que je pense que ça peut aider n'importe qui. Mais je me sens pas plus mal maintenant qu'avant mon accident. Avant mon accident, il faut savoir que j'étais quand même très très torturée. J'avais beaucoup cette quête de perfection, et j'avais un rapport à la nourriture qui était très compliqué, parce que je faisais depuis l'âge de 15 ans des crises de boulimie, j'avais des troubles du comportement alimentaire très très forts, et donc l'apparence, le poids, ça a toujours été un vrai sujet, et il se trouve que post-accident, j'ai plus du tout ces problèmes-là. Plus de pulsions, plus de problèmes de poids, plus de... À part qu'il faut faire attention, parce que quand tu es en fauteuil, tu peux pas aller courir pour aller éliminer, tu fais un peu plus gaffe. Mais sinon, j'ai plus ces problèmes de pulsions alimentaires. Et ça, c'est un gros point positif. Donc, côté moral et côté estime de soi, même si l'apparence, et c'est quand même un sujet compliqué, j'ai moins ces problèmes psychologiques-là, quoi. Ok. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas d'avoir une vie bien remplie. Tu as créé ta boîte. Alors, à mars, c'est ça? Ça fait un peu plus de 6 mois? Ouais. Et donc, je te vois, tu fais alors à la fois des conférences à entreprises. Là, tu animes un podcast aussi. Tu fais, donc, tu es à ma place. Tu reçois des personnalités. J'anime un nouveau podcast qui s'appelle Dialogue. C'est sur les thématiques d'inclusion et de RSE. Et en fait, je reçois des personnalités du monde politique, de la tech, de la santé, de la mode, de la finance, des décideurs en fait, sur toutes ces thématiques-là qui me tiennent à cœur, qui traitent également du handicap, mais pas que. Voilà. Ok. Après, tu fais un peu de sponsoring aussi, donc d'influence, enfin, on appelle ça comme on veut. Voilà. Donc pour les marques, toi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quand même des valeurs, de l'impact, enfin voilà, du sens. Demain, tu vas pas faire une pub pour une marque de barre chocolatée si ça écoute, pas de... Tout dépend le cachet, mais d'accord. Mais on va réfléchir. Mais oui, je sais qu'il y a quand même une certaine cohérence pour rester authentique aussi par rapport à l'audience, quoi, de pas proposer n'importe quoi aux abonnés, aux personnes qui me suivent. Mais oui, que ce soit des collaborations pour des services que je mets en avant ou des produits, que ce soit sur Instagram ou des pubs d'affichage, des pubs télé aussi.
Donc c'est assez varié. Et ça peut être aussi comme on disait, de la co-construction avec une marque sur, par exemple, des outils tech au service du handicap. Donc là, j'ai collaboré, par exemple, avec Lancôme pour développer un outil qui permet, en fait, aux femmes qui ont des problèmes de préhension dans les membres supérieurs, de pouvoir s'appliquer du rouge à lèvres. Ça va venir, il y a une intelligence artificielle dans le device, en fait, qui va venir gommer tous les tremblements, toutes les mouvements parasites que tu peux avoir. D'accord. Donc voilà, donc ça va être au niveau de la beauté. Je suis en train de collaborer, c'est en cours de négociation, avec une marque de mode pour créer une capsule de vêtements adaptés. Donc voilà, j'essaie d'avoir de l'impact un peu tout secteur confondu, là où je peux essayer de faire bouger les choses. Go, j'y vais, quoi. Ouais, c'est canon. Et tu vois, un truc qui m'intéresse, c'est que toi, tu as eu une vie donc avant le fauteuil roulant et après. C'était quoi ton rapport au fauteuil roulant? Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que les gens connaissent le fauteuil roulant uniquement par sous l'angle de ils sont allés à l'hôpital, on les a mis dessus, on les a poussés. Ils ont eu un proche il s'est fait une fracture, voilà, pendant 2-3 jours, il a poussé. Donc, du coup, il y a cette idée selon laquelle une personne en fauteuil roulant, c'est un moment de faiblesse temporaire et du coup, une personne qui se fait pousser. Et c'est pour ça qu'on voit dans les aéroports ou à droite à gauche des personnes qui manquent un peu de formation et qui considèrent que la personne elle n'a pas d'autonomie et on s'adresse toujours à l'accompagnant pour lui parler. Terrible. Toi tu le vis ça aussi? Ah oui, ça je le vis. Mais tout le monde le témoigne. À chaque fois que je reçois une personne qui est en fauteuil roulant me dit on s'adresse au mec à côté, quoi. D'ailleurs tu as fait un post je crois en plus il n'y a pas longtemps là-dessus. Ah hier voilà. Mais toi est-ce que du coup cette vie que tu avais avant, comment tu le voyais, comment tu vois maintenant? Est-ce que tu te sers de ça justement pour faire passer les messages? Alors c'est ce qui va aussi définir le ton que j'ai sur mes posts, c'est que je ne blâme jamais. Tout simplement parce que moi, j'étais pas mieux que toutes les personnes qui me lisent avant, parce que avant d'être en fauteuil roulant, pour moi, le handicap, j'en entendais pas parler. J'avais aucun exemple autour de moi. Je n'ai jamais vu une personne en fauteuil roulant à qui je me suis adressée, ni dans mon entourage, proche ou plus lointain. Et dès que je voyais quelqu'un qui était en situation de handicap mental, physique, cognitif ou autre, je tournais la tête. Ça me faisait trop de peine. J'étais mal à l'aise, maladroite. Et au lieu de m'adresser à la personne et d'avoir une maladresse, je tournais la tête. Ouais. Voilà, tout simplement. Et donc, tu rendais la chose invisible un peu, voilà. Exactement, parce que je pense que les gens en général sont pas mauvais ou méchants, mais peut-être ne savent pas comment faire. Et puis ont peur peut-être de blesser la personne, ou étaient, comme je l'étais, très émotive et avait peur aussi, voulait se protéger aussi. Ignorant aussi. Et voilà, parce qu'en fait, et là, quand tu passes de l'autre côté et que tu es confronté à tout ça, tu dis, je suis là, parlez-moi à moi, j'ai toute ma tête, mes jambes ne fonctionnent pas, mais j'ai quand même toute ma tête. Et il y a ça, il y a aussi le fait de se dire, je garde une certaine part d'humilité, parce que c'est pas parce que je passe du jour au lendemain de l'autre côté et que je suis tétraplégique que je connais tout sur le handicap. Ouais, bien sûr. C'est pas ça, la vie, c'est pas ça. Je connais forcément mon quotidien et ce à quoi je suis confrontée, mais je vais pas connaître tous les chiffres de tous les pourcentages, toutes les normes pour les degrés d'une pente, etc. On ne devient pas incollable du jour au lendemain. Donc en fait, tout ça, j'ai dû quand même m'informer, l'apprendre, et c'est pour ça que toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas calées forcément sur le sujet du handicap. Oui, surtout que c'est un domaine qui est très large, mais tu as répondu exactement à ce que je voulais pour continuer la suite. Tu vois, c'est exactement ça, c'est que en fait le handicap on ne le choisit pas. Toi c'est un accident. J'avais reçu aussi Charlotte, elle c'est une maladie qu'elle a eue à la naissance, donc on ne choisit pas, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, selon moi, s'en préoccuper que quand on est touché de près ou de loin. Et souvent, moi, tu vois, on me pose la question de pourquoi je fais ce projet, et puis je devrais justifier à chaque fois oui, mais j'ai quelqu'un qui est touché. Non, pour moi, tu vois, tu choisis d'avoir un régime, par exemple, alimentaire, tu choisis ça. Par contre, le handicap, on le choisit pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous concernés par la chose. Tu vois, on ne doit pas se dire oui, ça me concerne pas. Parce que demain, ça peut l'être. Oui, tout le monde. Et en fait, il y a un chiffre qui est assez flagrant, c'est que 85% des handicaps arrivent au cours de la vie. Donc en fait, ça peut arriver vraiment et on choisit à jamais, tout le monde. On choisit pas. On choisit pas lequel non plus, sinon ce serait trop facile. Mais donc en fait, ça peut arriver à tout le monde, et notamment en termes de notion d'accessibilité. Moi, c'est quelque chose sur lequel je bataille beaucoup, sur laquelle je bataille beaucoup d'ailleurs.
parce qu'en fait, l'accessibilité, ça touche absolument tout le monde. C'est pas juste les personnes en fauteuil. C'est les personnes qui sont en fauteuil temporairement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça peut être les poussettes, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes encombrées avec une valise ou autre. En fait, quelque chose qui est indispensable pour une personne va être utile pour une autre et va apporter du confort pour tous. Oui, mais on retrouve ce discours, en fait, en tout cas cette logique dans ce qu'on appelle aussi l'adaptation au poste ou la compensation, etc. Exactement. Parce qu'en réalité, l'être humain n'a cessé dans sa vie que de trouver des moyens de compensation et d'adaptation à ses faiblesses. Je ne peux pas aller de tel point A à tel point B à pied, donc du coup je construis une voiture ou je monte sur un cheval, enfin, donc du coup je compense ma faible rapidité par un moyen. C'est pareil pour les numéros de téléphone, tu ne peux pas te souvenir de tous les numéros de téléphone de tout le monde, donc du coup tu compenses. Avant il y avait le répertoire, le petit calepin, maintenant il y a la mémoire du téléphone, donc tu compenses ta mémoire. Donc on sait en fait s'adapter, et les personnes qui ont un handicap, en fait c'est simplement de pousser le curseur sur d'autres sujets. Ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur on n'a pas la capacité d'arriver à l'heure, ça peut être on n'a pas la capacité de raisonner, tu vois. Moi j'ai des collaborateurs qui ne savent pas travailler sur une caisse, donc du coup j'ai mis des moyens de compensation pour que la caisse soit automatique. Donc en fait il faut simplement se dire que les moyens de compensation, c'est pas simplement ce qu'on connaît, le bus, la voiture, l'iPhone ou le machin, c'est aussi d'autres moyens, et c'est simplement cette ouverture d'esprit qu'il faut cultiver, et notamment en matière d'accessibilité. C'est que si je demande à quelqu'un de monter 100 étages à pied, il ne pourra pas, peut-être, tu vois. Donc il va prendre l'ascenseur. Là la personne qui est en fauteuil, c'est pareil, sauf que du coup il faut c'est pas 300 marches qu'elle peut pas monter, c'est une seule, mais donc il faut compenser la marche. Il faut avoir ce raisonnement de compensation qui soit universel. Exactement. Très bien dit. Je te remercie. Bon, je ne connais pas tout non plus, mais en tout cas, je m'intéresse. Et moi, j'ai un vrai sujet, c'est que comme je recrute vraiment beaucoup de personnes et je ne fais pas de sélection, c'est ma mission en tant qu'entreprise adaptée. Je dois trouver à chaque fois des moyens de compensation différents, adaptés. C'est du one-to-one. En fonction de chacun. Ouais, voilà, exactement. Et une fois qu'on a dit ça, toi tu témoignes beaucoup là, et notamment sur les réseaux. C'est quoi la pire chose qui t'énerve? Enfin, c'est quoi le truc vraiment sur lequel tu as du mal à garder tes nerfs? En fait, j'ai vraiment pas mal de phrases très maladroites que j'entends qui s'adressent à moi, et je pense que la pire chose qu'on m'ait dite, c'est pas quelque chose que j'ai entendu, on me l'a vraiment dit à moi, c'était moi à ta place je me tirais une balle, moi à ta place je me serais tiré une balle. Donc là, toi, tu es en train de gérer ta situation et de te construire une vie un peu comme tu peux, parce que ça va, mais c'est pas toujours facile. Et quand quelqu'un te dit ça, ça te remet tout en question, parce que tu dis, ouais, en fait, soit tu es assez solide pour l'envoyer bouler, et c'est ce que j'ai fait un peu plus tard, mais sur le moment, tu te dis, mince, est-ce que vraiment ma vie ne vaut rien? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être vécu? Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais quelque chose qui peut paraître anodin, même si cette phrase ne l'est pas, peut énormément blesser la personne en face, parce que en fait, tu sais pas à quel niveau de résilience et d'acceptation la personne est. Peut-être que son accident et sa situation, c'est quelque chose qui est encore très très sensible, et potentiellement tu lui rappelles le jour le plus terrible de sa vie. Ça, faut pas l'oublier. Mais si c'est quelqu'un qui est encore très sensible, c'est terrible d'entendre ça. Bah oui. Et je sais pas comment les gens... Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que toi, tu te lèves le matin, tu as déjà un combat, tu dois te faire aider, tu dois, voilà, tu n'as pas d'autonomie, donc, surtout, donc tu te fais aider. Malgré tout, psychologiquement, tu as une force. Ensuite, tu sais que tu as ta journée à faire, tu as tes séances de kiné à faire, tu as ton boulot à faire, tu as sûrement des vidéos à tourner. Bon, voilà, tu as ton boulot, tu as plein de trucs à faire, et tu as quelqu'un qui va venir, malgré tout ça, venir te plomber la journée en te donnant une phrase, mais qui est livrée gratuitement, qui sert à rien, c'est même pas un conseil, tu peux même pas construire dessus, qui va te dire juste tire-toi une balle. Parce que à la limite, que la personne le pense, c'est une chose, et peut-être qu'à sa place, j'aurais pensé la même chose. Parce que je souhaite à personne d'être en fauteuil, même si on peut avoir une vie sympa. On n'est pas fait pour vivre assis. Mais le fait de le dire, et de le dire à la personne concernée, c'est terrible quand tu as ton cheminement d'acceptation, etc., où tu as besoin d'être encouragé et tout. T'as quelqu'un qui vient te tuer comme ça, c'est un peu... Non, mais ça apporte rien, quoi. Donc tais-toi, tu vois. Effectivement, comme tu dis, c'est humain peut-être de penser les choses. Moi-même, il y a des choses que je pense parfois. Bien sûr, on n'est pas irréprochable. Rappelle-toi, j'avais fait un commentaire une fois sur ton post, j'avais dit, moi, écoute, désolé, mais effectivement, j'ai ça qui pousse comme pensée. Tu peux pas le contrôler. Par contre, le dire, se comporter différemment, corriger ta pensée, revenir dessus, tout ça, oui, tu peux le faire. C'est ça, c'est en ça qu'on doit être intelligent. Et même une personne aussi qui est
en fauteuil comme moi, mais qui est paraplégique, donc qui avait beaucoup plus d'autonomie. En parlant, on s'entendait très bien. Il me dit, mais moi, être comme toi, je pourrais pas. J'aurais pas pu. Mais ouais, mais en fait, tu choisis pas et ça aide pas d'entendre des paroles comme ça, en fait. Donc voilà, mais après, voilà, pas mal de pépites. Et ce qui énerve, c'est les indélicatesses ou quand on te demande 2 fois dans la même journée des gens qui te connaissent pas. Ah, ben qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, enfin, un chauffeur de taxi. Tu n'es pas ton handicap, ta vie ne se définit pas selon ça. Et puis en fait, tu as l'impression que tu dois toujours assouvir un besoin de curiosité des gens. Malsaine en plus. Ouais, c'est ça. En fait, non, j'ai pas envie. Si je suis amenée à construire une relation avec telle ou telle personne, à revoir volontiers, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un chauffeur de taxi, quelqu'un que je vois ponctuellement, c'est stérile, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, des petites indélicatesses, mais bon, ça, faut aller sur mon... Et ce dont tu avais parlé aussi, le fait qu'on ne s'adresse pas à toi, on s'adresse à la personne avec qui je suis. Alors que j'ai toute ma tête. Bon, ça, retenez bien s'il y a bien une leçon avec l'ensemble des podcasts qu'on a fait. Donc, Ami, de Charlotte et Virginie, les 3 disent la même chose. Ne parlez pas à l'accompagnant. Vous pouvez très bien parler directement à la personne qui est en fauteuil. Elle est, comme tu l'as dit, tu as toute sa tête. Enfin, voilà, et au pire, si on ne l'a pas et vous vous rendez compte qu'on n'a pas toute notre tête, adressez-vous dans un deuxième temps à la personne. Mais d'ailleurs, c'est même sûrement l'accompagnant qui va pouvoir le dire. Mais ça sera spontané de sa part. Exactement. C'est pas à vous à supposer ça. Et il y a autre chose aussi quand les personnes veulent apporter leur aide, parce que c'est humain, on a envie d'apporter de l'aide peut-être à une personne qui est en difficulté, demandez. Ne prenez pas le fauteuil en le poussant. Ça peut être très dangereux. On me l'a fait une fois, j'ai buté contre un trottoir et je suis tombée. Donc c'est chouette, merci, demandez, proposez votre aide, mais demandez avant comment vous pouvez nous aider, quoi. Bon, de toute façon, j'imagine que la liste des choses qui t'agacent un peu est longue, c'est ça? Oui, voilà, toutes les pépites et toutes les phrases qu'on a sorties. T'as fait un recueil? J'ai pas fait un recueil, même si je pourrais écrire un livre, mais vous pouvez tout retrouver sur mon LinkedIn. S'il y a pas mal de pépites dans mes posts. Sinon, envoie-moi aussi, et un jour je le ferai aussi. Je ferai voilà le recueil, la liste de toutes les pépites. Une petite liste. On fera. On peut pas cross-poster sur LinkedIn. Non, mais on fera un truc où on fera en commun. On fera un truc rigolo comme ça. Voilà. Profitez-en pour aller nous suivre sur les réseaux. Donc Virginie Dubost sur LinkedIn et sur Instagram. Likez, commentez évidemment et abonnez-vous à cette chaîne pour justement donner la visibilité au handicap. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté l'invitation. Merci au studio qui nous a donné un lieu accessible et sympa. Et à très vite pour de nouvelles aventures et puis de nouveaux témoignages. À bientôt, merci. Au revoir.